L'info est tombée vendredi après-midi. L'année prochaine, la flamme olympique passera par plusieurs communes de la Moselle, dont Meisenthal et Sarreguemines. Le parcours de ce relais de la flamme a été dévoilé par le COJOP Paris 2024, le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Allumé à Olympie en Grèce le 16 avril prochain, la flamme olympique débutera son parcours en France à Marseille le 8 mai. Durant 68 jours, plus de 400 villes seront traversées par 10 000 relayeurs anonymes qui auront le privilège de la porter en passant par des lieux emblématiques jusqu'à l'allumage du chaudron à Paris lors de la cérémonie d'ouverture prévue le 26 juillet 2024. Ce n'est que la dernière semaine de juin que la flamme arrivera dans le Grand Est, en passant par Saverne et Strasbourg le 26 juin et par la Moselle le 27 juin. 7 étapes au total, dont 4 villes et 3 lieux symboliques, le site verrier de Meisenthal, les villes de Sarreguemines et Forbach, la commune d'Apac avec le tripoint France-Allemagne-Luxembourg, Yutz-Thionville, la maison de Robert Schuman à Sichazel, avant d'arriver à la 41e ville-étape, Metz, un circuit de 120 km réalisé en une journée avec près de 110 porteurs. Le parcours détaillé sera rendu public en septembre. Et on a hâte de le découvrir, David. En attendant, on va revenir sur les résultats du week-end et on commence avec le tennis. Oui, pour la première fois, elle a foulé la terre de Roland-Garros. Elle, c'est Evelyne Marchal de l'AS Sarreguemines Tennis. La tenniswoman a disputé les championnats de France individuels, catégorie des plus de 55 ans, les seniors plus. C'était ce week-end. Pour se qualifier, Evelyne Marchal a décroché successivement les titres de championne de Moselle, de Lorraine et du Grand Est cette année. Un joli parcours. Sa dernière qualification remonte il y a 7 ans, en 2016, où elle avait terminé championne de Moselle et vice-championne de Lorraine. À l'époque, Roland-Garros était en travaux et la compétition avait été délocalisée. Malheureusement pour Evelyne Marchal, l'aventure fut de courte durée à Roland-Garros. Au premier tour, elle affronte une joueuse de niveau 15, anciennement classée 3-6, soit 2 classements au-dessus d'elle. La Sarregueminoise perd son match 6-2, 6-0. Elle jouait comme d'habitude jusqu'à ce qu'elle soit menée 3-2 au premier set. Elle a commencé à retenir ses coups et poussait trop la balle qui finissait hors du terrain. La championne locale se dit déçue de sa performance. Elle aurait pu faire mieux en jouant son meilleur tennis. Malgré ce résultat, elle reste déterminée, déjà dans les starting blocks pour préparer la saison prochaine. Et ça reste tout de même une très belle saison pour Evelyne Marchal, qui, rappelons-le, joue dans les équipes féminines seniors de l'AS Sarreguemines. Oui, parfois dans l'équipe 2, parfois dans l'équipe Fagnon qui a frôlé la montée en National 2 cette saison et s'est finalement maintenue en National 3 lors des championnats de France interclubs. C'était il y a moins d'un mois, on en a d'ailleurs parlé sur ce plateau. Si j'y reviens, c'est parce que le verdict est connu pour l'équipe 1 masculine. Elle descend en National 3. Malheureusement, pas de repêchage en N2 puisque la fédération privilégie le repêchage des meilleurs seconds de National 3 plutôt que les meilleurs avant-derniers de National 2. Ce n'est pas vraiment une surprise pour le club de Sarreguemines. L'équipe locale a un niveau intermédiaire et fait régulièrement l'aller-retour entre ces deux divisions. Pour s'assurer une place en N2, l'équipe a besoin d'être renforcée avec de jeunes talents. Ce sont les mots du coach Alain Schott. Et au moins, le club sait ce qu'il lui reste à faire pour les années à venir. Et c'est un peu le même constat du côté du badminton ? Et oui, malheureusement, l'information est tombée. L'équipe Fagnon du Sarreguemines Badminton Club n'évoluera plus en National 3 la saison prochaine, mais en pré-national. Pas de repêchage non plus pour l'équipe locale qui a terminé avant-dernière de son groupe lors des championnats de France interclubs. Je vous propose de revoir l'état du classement en fin de saison. Même si la situation est dure à accepter, elle n'est pas surprenante. À 1 point du dernier Nancy-Villers, le SBC a décroché l'avant-dernière place de sa poule lors de la dernière journée de championnat en remportant la victoire à domicile face au leader du groupe Domartemont. C'était à la mi-avril, de quoi finir la tête haute. Malgré cet exploit, le club local a cumulé de lourdes défaites durant la saison. La descente était quasiment actée. Même si le SBC évolue en N3 depuis un moment, cela fait plusieurs années qu'il rencontre des difficultés à se maintenir. Et malheureusement, cette fois, ce n'est pas passé. Et ça fait partie du sport, mais bon, le club pourra tenter sa chance la saison prochaine. À lui de faire ses preuves. On va parler maintenant de basket, mais David, tu risques de te faire accuser d'enchaîner les mauvaises nouvelles. C'est vrai, mais même si ce n'est pas toujours positif, il faut quand même que je vous communique les infos qu'on m'a données. On en parlait il y a un mois, l'équipe féminine du basket club Ambar jouait sa dernière journée de championnat en pré-régional sous le comité départemental du Bas-Rhin. Un dernier match sans réel enjeu puisqu'il n'avait plus d'impact sur le classement. Les filles ont terminé 9e sur 12, un résultat tout de même honorable pour leur première saison à ce niveau. Mais ce sont les 4 dernières équipes qui descendent. Les joueuses de Ambar sont donc relégables. Seul un repêchage pourrait les épargner de retourner en D2. Là aussi, le comité départemental pourrait choisir de repêcher les meilleurs 3e ou 4e de 2e division plutôt que les meilleurs 9e de pré-régional. Pour l'instant, le BCH n'a aucune nouvelle. Si repêchage il devait y avoir, le club serait contacté fin du mois ou début juillet, mais les chances sont minces. Allez, on croise les doigts quand même, on peut quand même espérer. Et on continue de faire le point sur l'actualité sportive avec l'un de nos champions locaux, Michel Munch.
Oui, vous l'avez peut-être déjà croisée dans les rues de Sarreguemines en train de courir. Victime d'un accident il y a plus de 15 ans, la vue de l'athlète handisport se détériore progressivement. Début juin, alors qu'il courait pour la première fois avec Romain Dicher, l'un de ses 2 guides, il décroche le titre de vice-champion de France du 5000 mètres lors des championnats de France élite handisport à Saint-Étienne. Avec un temps de 17 minutes et 1 seconde, il ne s'est malheureusement pas qualifié pour les mondiaux de Paris cet été. Mais Michel Munch ne se décourage pas, au contraire. Il se prépare pour la nouvelle saison qui débutera en octobre avec les championnats de France de 10 km sur route à Lyon. Au micro de Jérôme Secala, il nous raconte sa dernière course. On l'écoute. Je reviens des championnats de France élite sur 5000 mètres où j'ai couru avec mon 2e guide où j'avais jamais couru. La première compétition ensemble, c'est Romain Dicher, c'est mon 2e guide, c'est le fils de mon entraîneur. On n'avait jamais couru ensemble, donc on n'avait vraiment pas de repères. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je mets les lunettes là, je vois plus rien. Et en même temps, pendant les courses, moi je suis dans la catégorie non-voyant, ils nous mettent des patchs, donc moi je vois plus rien du tout. Lui, il est obligé absolument de me guider de A à Z, que ce soit sur les virages, que ce soit sur à chaque fois qu'on double les adversaires. Et on revient avec le titre de vice-champion de France. Donc c'est très beau, très beau. Je ne m'attendais même pas à faire un podium, donc on est super content. C'est vraiment une belle saison. Ouais, je sens vraiment que je peux aller plus loin. Je pense que c'est pas un truc que je vais dire de performance sur la piste. C'est plus en ce moment, c'est plus de synchronisation, être synchro avec le guide, vraiment être à l'écoute du guide parce que sa voix, c'est mes yeux. Je pense que si on arrive à travailler beaucoup plus là-dessus, les résultats ils vont encore monter en puissance, ça c'est certain. C'est certain, puisque là, justement, en s'entraînant chacun de notre côté, on bat déjà mon propre record personnel et puis mon record de France qui était l'année dernière de 16,47. Donc je pense qu'avec tout ça, je pense qu'il y aura vraiment des belles choses à faire et puis encore une grosse marge de progression avec mes 2 guides. Ben, je me sens très bien. À part que, avec tout mon accident et tout, moi j'ai beaucoup de contraintes médicaux toutes les semaines qui me prennent aussi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais à part ça, je me sens très bien. Quand on bat ses records et qu'on bat des records de France et puis qu'on est souvent, pratiquement toujours sur le podium au niveau national et tout, on a envie d'aller plus loin et puis de montrer, d'essayer de voir ce qu'on vaut au niveau international. Donc je me sens super bien et j'ai vraiment hâte d'en découdre pour la suite. Et l'athlète sarregueminois se prépare également pour les championnats du monde de para-athlétisme prévus en mai 2024 à Kobe, suivi bien sûr des JO de Paris. Et oui, on lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite et on compte sur toi David pour continuer à nous transmettre ces résultats, qu'on puisse suivre petit à petit les différentes performances et les différentes médailles. Mais pour le moment, après la course à pied, place au foot ? Oui, si la plupart des saisons de foot sont arrivées à leur terme, il y en a une qui s'est seulement achevée la semaine dernière, c'est celle des journées de perfectionnement des districts alsaciens et mosellans de football, et plus particulièrement de la catégorie U13 féminine. Le rendez-vous était donné au stade municipal d'Aren, avec un match opposant les sélections des 2 districts. En quoi consistent ces journées de perfectionnement, à qui s'adressent-elles et comment ça fonctionne? Explication dans ce reportage. La Moselle en rose et l'Alsace en bleu. Ce n'est pas un match ordinaire qui va se jouer sur les installations d'Aren et Tinschmidt-Villers. Il s'agit de la dernière journée de perfectionnement U13F des joueuses de la génération 2010 choisies par le CPT, le centre de perfectionnement technique de chacun des 2 districts. Cette journée n'est pas une première, elle a démarré par un entraînement le matin. Après un repas pris en commun, les joueuses s'affrontent l'après-midi. Les centres de perfectionnement technique ont pour objectif d'identifier les profils qu'on souhaite accompagner dans leur parcours de formation, dans la perspective d'une entrée au pôle espoir, aussi bien pour les garçons que pour les filles. C'est une étape sur le chemin du haut niveau. Un tremplin pour rejoindre un centre de formation et le milieu professionnel. Pour repérer les joueuses à potentiel, le CPT a organisé 2 grands rassemblements en début de saison et a suivi le festival U13 Pitch, une compétition qui réunit les meilleures équipes de cette catégorie. Après avoir été sélectionnées, les joueuses suivent un cursus de formation sur l'année à raison d'une séance toutes les 6 semaines. On balaye les différents procédés d'entraînement qui sont le jeu, une situation et un exercice, et on essaie d'apporter une plus-value à nos joueuses. On les sort un petit peu du contexte club avec une pédagogie, peut-être un discours différent, mais qui s'inscrit dans la continuité et l'accompagnement de la joueuse.
Venues de Beren, du Pays de Bitche, du FC Beau Soleil ou encore du FC Metz, on compte 16 joueuses dans la sélection mosellane. Il y en a autant du côté alsacien, certaines évoluent au Racing Club de Strasbourg-Alsace. Elles sont menées par la conseillère technique Laure Clavé. Yasmine, elle est capitaine, elle cherche le cœur du jeu. Donc Anissa, orientée pour chercher Julie pour marquer un point. Ok, intervalle, il est ouvert, est-ce que tu peux la trouver? Cette formation complémentaire à celle des clubs permet aux jeunes joueuses d'apprendre plein de choses, enfin, comment occuper l'espace, les contrôles vers l'avant, comment bien s'orienter, tout ça. Aussi j'ai pris mentalement, j'ai appris qu'il fallait rien lâcher. Mon objectif au foot, c'est d'aller le plus loin possible et on verra. D'être pro, de réaliser mon rêve et puis de progresser, toujours progresser. Selon toi, qui va gagner entre l'Alsace et la Moselle? Et puisque tu peux me faire un pronostic? Moi, je dirais 3-1 pour l'Alsace. On va aller supporter mon équipe, du coup, j'ai envie de dire peut-être 2-1. Qui dit match de jeunes dit également jeune arbitre. C'est Mathéo Ménel, 13 ans, en phase de passer jeune arbitre de ligue, qui siffle la rencontre. Avec peu d'enjeux, disons-le, l'ambiance est détendue. Au lieu de 2 x 30, le match est joué en 3 x 20 minutes. Malgré plusieurs occasions, aucun but n'est inscrit en première période. Mais les filles ont du ballon, ça joue au foot. C'est en deuxième période que la Moselle ouvre le score et double la mise. Ça passe! La Moselle finira par s'imposer sur ses terres 3-0. C'est sur ce match que s'achève la saison de perfectionnement. L'idée de cette journée, c'est surtout de passer un moment ensemble, de promouvoir le football féminin sur notre grand territoire qu'est la Ligue Grand Est de football. Pour les filles, ce match était un avant-goût de ce qui les attend la saison prochaine, puisqu'elles évolueront sur le grand terrain en catégorie U14F. Encore au collège, la plupart d'entre elles sont inscrites en section sportive. Elles sont suivies par le CPT jusqu'en U15, avant de potentiellement rejoindre le Pôle Espoir Grand Est. Foot toujours, bonne nouvelle pour le SFC à qui on vient de décerner le prix spécial de la Ligue Grand Est de football. C'était il y a une dizaine de jours à la Maison régionale des sports de Tomblaine. Le prix a été remis lors de la Bourse au projet 2023, une cérémonie qui récompense les plus belles initiatives citoyennes des clubs de la région. En effet, le SFC a signé une convention avec le CESAD de Sarreguemines, service d'éducation spéciale et de soins à domicile, qui prend en charge des enfants et adolescents en situation de handicap, accueil des équipes, des délégués, des arbitres, gestion de la buvette. Ce partenariat a permis à ces jeunes d'intégrer le club en participant à l'organisation des matchs et compétitions des équipes jeunes du SFC le samedi. Le prix a été remis à Fabien Zigvart, référent communication du club, en présence d'Emmanuel Zigvart, éducatrice spécialisée du CESAD de Sarreguemines, et Philippe Alf, un des acteurs de ce projet d'insertion sociale et professionnelle. Et puisqu'on parle des jeunes du SFC, le club organise des détections pour rejoindre son effectif la saison prochaine. Ça a démarré ce week-end avec les U9 et U10 et ça se poursuit ce soir avec les U11, mercredi avec les U12 et jeudi pour les U13. Ça se passe au stade des Faïenceries et les séances sont encadrées par les éducateurs du club. Vous trouverez toutes les infos sur la page Facebook du club. Et oui, l'info est passée, on continue dans le foot, mais cette fois avec l'Union Sourthe-Götzenbrück-Meisenthal. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, on faisait un point sur les dernières journées des championnats départementaux et régionaux, dont un focus sur la poule J en Régional 3, où évoluent 3 clubs locaux, Bliesbruck, Neunkirch et Sourthe-Götzenbrück-Meisenthal. Je vous propose de revoir l'état du classement après la dernière journée. Les 3 équipes sont 9e, 10e et 11e. Comme ce sont les 3 derniers qui descendent, on connaissait déjà le sort de Bliesbruck et Neunkirch. En revanche, il y avait encore un doute sur celui des Beachalaner, puisqu'il y a aussi les 8 moins bons 9e des 15 poules engagées qui descendent au niveau district. Le doute est levé depuis le 15 juin dernier puisque la Ligue Grand Est de football a publié un communiqué avec la liste de toutes les montées et descentes dans chaque division. C'est la page 8 du document qui nous intéresse. On peut y voir le sort des équipes du groupe J et malheureusement l'Union Sourthe-Götzenbrück-Meisenthal est également concernée par la relégation en première division départementale. Comme le précise la Ligue, cette liste est valide sous réserve des éventuelles procédures en cours. Un coup dur pour le club mais qui prépare déjà la saison prochaine. L'objectif remonter en Régional 3. Pour ce faire, l'USGM recrute et organise une séance d'entraînement ouverte à tous jeudi soir au stade de Sourthe. Avec la montée de l'AS Montbronn en R3 et la descente de l'USGM en D1, les 2 rivaux se croisent et c'est malheureusement un derby qui n'aura pas lieu la saison prochaine, en championnat en tout cas. J'ajoute que les calendriers généraux des compétitions de Ligue pour la saison 2023-2024 ont été dévoilés. La première journée des clubs de niveau régional, dont fait partie le SFC d'ailleurs, est prévue le dimanche 27 août et une semaine avant, le 20 août, se jouera le premier tour de la Coupe de France.
Et il y aura sans doute de belles affiches à suivre la saison prochaine. On en sera sûr une fois que les groupes seront formés, seront dévoilés. On continue dans le foot, mais avec les jeunes, David. Oui, Julia, ce mois-ci se tenait l'édition 2023 du traditionnel tournoi Grand Est de l'AS Montbronn. Hier, c'était le dernier rendez-vous de la compétition destiné aux catégories U11 et U13. 40 équipes se sont affrontées tout au long de la journée pour remporter le titre. Retour en images sur l'événement avec Jules Lefébure. Des buts comme celui-ci, il y en a eu un festival en ce dimanche ensoleillé de tournoi du Grand Est 2023. Celui-ci avait lieu au stade de l'AS Montbronn, club organisateur de l'événement. Pendant toute la journée, plus de 400 joueurs de 40 équipes de la région en catégorie U11 et U13 se sont affrontés avec le projet de remporter le titre. Alors l'objectif du tournoi, c'est avant tout de permettre aux enfants déjà du Pays de Bitche de rencontrer des équipes plus huppées, comme cette année Strasbourg ou Colmar, qui sont des équipes très huppées, mais on a aussi Thionville-Lusitanos, Saint-Avold. Voilà, c'est permettre aux enfants de un peu se frotter à du plus fort qu'eux. Parmi les gros clubs, le RC Strasbourg donc a répondu présent pour l'occasion. En U10, ils ont joué en catégorie U11. L'opportunité de finir la saison en alliant le plaisir de jouer contre des plus petites équipes tout en mettant un maximum de buts. Écoutez, moi j'ai vu toutes les affiches dans le Club Ouse, il y avait beaucoup de clubs pro, beaucoup d'éditions. Donc moi j'ai voulu répondre présent par rapport à ça et puis voilà, je trouve que c'est un tournoi qui est bien organisé, on sent des gens qui sont investis, beaucoup de bénévoles et moi ça me rappelle mes valeurs de mon enfance et de mes débuts en tant qu'éducateur. Et sinon top quoi, je pense que les gamins ils prennent beaucoup de plaisir et c'est le plus important. Contre l'entente Petit-Réderchin-Sirstal, le RC Strasbourg a par exemple gagné 11-0. A noter que les U13 jouaient à 8 au lieu de 11 et que la durée des matchs était de 14 minutes. Au total, les 40 équipes présentes sur le tournoi ont disputé 116 rencontres, de quoi ravir le public majoritairement composé de parents venus en nombre pour encourager leurs enfants. On a accompagné nos champions. Moi je suis le père d'un joueur. Et je suis avec le père d'un autre joueur aussi, du coup on est arrivé en tant que parents et puis public. C'est très bien fait, il y a les arbitres, il y a tout, il y a à boire, il y a à manger, il y a même du halal, chose qu'on ne voit pas forcément dans d'autres tournois. Et franchement, ça va, on est satisfait. Le tournoi a été un véritable succès. Plus de 1000 personnes étaient présentes rien que sur cette journée de dimanche. De quoi motiver le club de l'AS Montbronn pour peut-être organiser une nouvelle édition l'année prochaine. Et c'était un dimanche de réussite pour le SFC puisqu'il termine premier chez les U11, suivi de Colmar, Strasbourg et Thionville-Lusitanos. Même constat chez les U13, mais cette fois c'est l'équipe 2 du SFC qui remporte le tournoi, suivi de l'équipe 1, comme quoi ce n'est pas toujours la logique qui l'emporte. Saint-Avold et l'espoir sportif du Pays de Bitche sont 3e et 4e. Et voilà pour le foot et on va maintenant délaisser le ballon rond pour monter sur le ring. Avec du kickboxing et l'Enfusion Rookies, un tournoi qui s'est tenu samedi à Darmstadt en Allemagne. Enfusion fait partie du top 3 des meilleures organisations de kickboxing au monde. 2 boxeurs du KBF Sar Boxing ont eu le privilège d'y participer, Mohamed Safer et Lucas Gianni Felker. Pour eux, c'est une chance d'atteindre la célébrité, une première étape pour devenir un jour des combattants professionnels et pourquoi pas prétendre à une ceinture. En classe B, moins de 70 kg, Mohamed Safer affrontait l'Iranien Berus Ganjali. Après un premier round très bien géré, le Sarregueminois s'incline malheureusement sur les 2 derniers. Et en classe C, moins de 57 kg, Lucas Gianni Felker s'est retrouvé face au Marocain Soufiane Nia, un duel que le boxeur local a remporté à l'unanimité des juges après avoir dominé le combat sur les 3 rounds. Un grand bravo. Une belle opportunité, c'est chouette ça comme événement pour ces deux boxeurs. On reste dans le même domaine avec la boxe thaï. Oui, félicitations à Sandra Lagrange du Wouswiller Muay Thai. La boxeuse de 47 ans a décroché le titre de championne de France en catégorie senior moins de 67 kg. C'était il y a 15 jours à Épinal lors du championnat de France FSGT de Muay Thai. Un combat en 3 rounds de 2 minutes face à une adversaire de 31 ans. Un duel que Sandra a remporté haut la main puisqu'elle est déclarée vainqueur à l'unanimité des juges. Encore bravo. Et après les sports de combat, on revient sur les résultats en gym.
La Sogym Sarreguemines qui a disputé ce week-end le championnat de France par équipe performance nationale A et B. C'était à Châlons en Champagne. 2 équipes féminines du club local étaient qualifiées, la 10-11 ans en national A1 et la 12-15 ans en national A2. L'équipe 10-11 ans d'Inès, Amel et Filia se hisse à la 11e place et la 12-15 ans d'Émilie, Lydie, Eva, Héloïse et Manon, je crois que je les ai toutes citées, termine 9e. Bravo les filles. Cette compétition était le dernier rendez-vous de la saison pour le championnat de France de gym artistique. Et c'est aussi la fin de l'actualité sportive pour aujourd'hui, mais ce n'est pas la fin de l'émission puisque c'est à ton tour de transpirer. David, quel sport testes-tu cette semaine ? Aujourd'hui, je vous emmène outre-Rhin et plus précisément à Zangt-Ingbert. Pourquoi là-bas ? Parce que c'était le chemin le plus court pour découvrir le baseball. L'année dernière, le club allemand avait organisé plusieurs sessions découvertes à Sarreguemines. Malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas donné lieu à la création d'un club local. J'espère que cette émission donnera quelques idées à certains et peut-être qu'avec le temps, on verra naître un club de baseball dans notre secteur. Honnêtement, l'expérience avec les Devils, les Diables de Zangt-Ingbert, était plus que sympa. Regardez le résultat en images. C'est bon Marc, je l'ai, je te dis. Non, non. Ah. Bon bah je l'ai pas. Et on fait une petite entorse à la règle aujourd'hui puisque nous sommes en dehors de l'arrondissement de Sarreguemines. Aujourd'hui on rencontre les Devils, les Diables de Zangt-Ingbert, un club de baseball. Avec moi son président Marc. Marc, est-ce que tu peux me présenter le club en quelques mots ? Bonjour, oui, en fait le club a été créé en 89 ici à Zangt-Ingbert avec quelques copains. J'ai créé ce club-là et après depuis on joue sur ce terrain-là. Et quoi d'autre ? Je sais pas. Vous êtes combien ? On est maintenant à peu près 70 membres et ça dépend toujours des temps, ça augmente parfois et ça descend encore une fois. Oui. Est-ce que vous faites de la compétition ? Oui, on joue avec 2 équipes dans la compétition, 2 équipes d'adultes pour l'instant. L'un c'est mixte, c'est les femmes et les mecs ensemble et l'autre c'est baseball, l'un c'est mixte avec softball en fait on appelle ça. Et l'autre c'est baseball, mais on joue aussi avec des femmes et des mecs ensemble parce qu'on veut ça comme ça. C'est pas forcément bien vu, mais nous on le fait comme ça. Vous jouez haut niveau ou c'est quoi, départemental ? Comment on peut le comparer en fait à d'autres sports ? En fait, comme il n'y a pas beaucoup de clubs dans le baseball, on joue jusqu'à Mainz, mais le niveau le plus bas. Ça veut dire c'est des longs trajets. Mais on joue juste pour le fun avec beaucoup de clubs maintenant qui ne veulent plus jouer dans les ligues officielles parce que ça coûte de l'argent. Donc on joue amateur si on veut, mais le niveau n'est pas si bas, même si c'est le plus bas en Allemagne. Il faudrait qu'il y ait plus de clubs de baseball, hein, donc allez-y, lancez-vous, créez votre propre club. Dis-moi, là on voit derrière nous le terrain, tu m'as quand même dit quelque chose en off tout à l'heure qui m'a impressionné. C'est vous qui avez construit ça ? Oui, dès qu'on avait le droit de construire, parce qu'au début on jouait sur un terrain dur de foot, un ancien terrain de foot, on a tous construit avec nos propres mains, on a enlevé la terre, on a mis l'herbe et tout ça, et on a construit les maisons ici autour de nous à nos propres mains, parce qu'on avait aussi des gens qui savaient comment faire. Oui. Comme quoi, la passion et la détermination, on obtient des résultats. Écoute, moi je vais découvrir un petit peu l'activité, on y va ? Oui, bon. C'est parti. Une des particularités du club, c'est qu'effectivement l'équipe est mixte, mais ce n'est pas la seule particularité. Ici, il y a beaucoup de nationalités qui se retrouvent, français, allemands, cubains, voire américains et mexicains. On entend des mots de langues différentes comme weiter, home run, éliminé. C'est quand même une grande force aussi du club. Salut Enzo. Salut. Dis-moi, moi je viens découvrir un petit peu l'activité, donc ton papa, puisque tu es fils du président, m'a déjà donné de l'équipement, donc un casque. Dis-moi, quand on commence le baseball, qu'est-ce qu'on apprend ? À lancer, à frapper et à savoir comment on joue déjà. Les règles du jeu, bien sûr. Règles, oui. Là, toi, ce que tu viens de faire, c'est frapper, c'est ça ? Oui. Bah écoute, j'aimerais bien découvrir, apprendre. Tu peux me montrer ? Il faut se mettre les 2 pieds là où il y a les trous. Du coup, on va inverser, c'est ça, de place, parce que moi, je suis droitier, ouais. Donc je me mets comme ça. Les pieds un peu écartés. Ouais. Dans les trous, il y a des trous. Ok. Et la batte, si elle est là, il faut qu'elle aille là, du coup.
environ. Faut que je vienne ici Et avec la batte. il faut avancer si elle n'est pas là environ. Comme ça? Oui. Ok. Et après, il faut mettre la batte en arrière. Ouais. Et après, regarder la balle et pas bouger les pieds et regarder la balle. Est-ce qu'il faut que je fléchisse les genoux? Il faut que je reste bien droit avec le dos commencé? Fléchir les genoux aussi, oui. Fléchir les genoux et le Oui. dos? Le dos droit. Et D'accord. tourner le bassin vers l'avant. Comme ça? Oui. D'accord. Bah écoute, je crois qu'on va essayer. Hein. Bon bah, si le lanceur veut bien me lancer une balle. Ah bah je l'ai touché du premier coup, je suis content. Chouette, je me suis trouvé une nouvelle vocation, je crois. On peut réessayer. Ah bah là je l'ai manqué. Ouais, c'est pas si évident que ça. On vient de voir la frappe. La frappe, c'est typiquement un geste d'attaque. Maintenant, on va montrer aussi un petit peu de défense puisque les joueurs dans une équipe de baseball, ben, ils font les deux. Bon, bah Enzo change de partie cette fois, la défense. Donc, j'ai plus besoin de ça, c'est ça? Oui. Bah, écoute, je les mets de côté. Et t'as autre chose pour moi? Un gant et on lance avec et on attrape. Et on le met dans la main gauche. Ouais, alors moi je suis droitier, mais je mets le gant pardon, quand même dans la main gauche. Oui, vu qu'on peut lancer aussi de la main droite. Ok. Bah écoute, on passe peut-être à la partie pratique. Du coup, c'est ton papa nouveau qui va nous lancer les balles? Oui. Vas-y, je te laisse me faire une démo. Ok. Je peux essayer aussi? Oui. Ok. Ah oui. Ah, pas mal. Il faut la laisser venir? Il faut fermer le gant dès que la balle arrive. Ah d'accord, mais je vais pas vers l'avant alors. Ok. Ah oui, elle tombe dedans comme dans une poche quoi. Loupé. Je peux confirmer, on sent la balle. Hein. Maintenant, tu sais rattraper, du coup, je vais t'apprendre à lancer. Ouais. Et quand on lance, normalement, on met un pied en avant et on fait le mouvement pour lancer, mais tu mets la balle ici et après tu lances en avant vers ton personnage qui est devant toi, du coup. Bah écoute, je te laisse me montrer et après j'essaie de reproduire, vas-y. Je vois que tu lances aussi ton regard vers l'arrière, c'est normal? Tu regardes derrière et tu jettes? C'est pas obligé de le faire, mais si on veut le faire, ben on peut. Je peux essayer? Oui. Ok, merci. Donc c'est un pied en avant. Je regarde là. Tu peux faire le pas comme ça? aussi. Ah, comme ça? D'accord, oui. Mais on peut faire le pas du coup aussi. Le pas? En avant. Ok. Enzo, est-ce que c'est bon ce que je fais? Oui, il faut juste faire le pas du coup en avant quand tu l'as. Le pas en avant, comme ça? Oui. Ok. Et j'imagine que plus on joue au niveau, plus on lance fort aussi? Oui. Ok. Bah, merci en tout cas. On vient de voir comment frapper, comment intercepter et lancer, l'attaque et la défense, mais comment ça s'applique ensuite au baseball. Si vous regardez derrière moi le terrain, il y a 4 bases. La première qui est ici, la deuxième un peu plus loin, la troisième tout au fond et ensuite la home plate, la 4e base où j'ai frappé tout à l'heure. L'objectif pour l'attaque après avoir frappé, c'est de faire le tour de ces 4 bases pour marquer un point. Et donc vous l'aurez compris, la défense va tenter en tout cas d'empêcher l'attaque de marquer des points en interceptant la balle et en bloquant les bases tout autour du terrain.
J'ai eu du mal à toucher, mais j'ai enfin touché. J'ai couru le plus vite possible pour atteindre la première base. Maintenant, mon sort est entre les mains de mes coéquipiers. Je reprends mon souffle. Le baseball, c'est fatigant aussi puisqu'il faut courir autour du terrain. Mon coéquipier a presque fait un home run, ce qui m'a permis d'enchaîner les bases et de marquer un point. En plus, j'ai entendu des supporters qui me soutenaient. J'étais à fond. Et avec moi, Michel. Michel, tu habites Sarralbe et tu viens faire du baseball ici à Zangtingbert avec les Devils. Tu es joueur ici. Dis-moi, quand est-ce que tu as commencé? Comment tu es tombé chez eux? Je tombé comme dit avant. Je suis allé à un entraînement à Sagemi que le club de Devils a fait pour recruter des joueurs, je pense. Et ensuite, je suis tombé sur mes sports de vie que je fais de tout petit. Tu fais ça depuis tout petit? Oui, depuis de 8 ans. À Cuba, c'est le sport national de Cuba. Parce que tu es originaire de Cuba, du coup. Et donc ça, c'est une annonce que tu as vu passer en fait dans le journal, c'est ça? Comme quoi ils faisaient des démonstrations. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es là maintenant? Maintenant, assez 2 ans. Et comment ça se passe alors? Oh, ça passe bien. Ça s'entraîne bien, il y a des bons outils pour l'entraîner, il y a la motivation pour le faire. C'est juste faire d'accomplage de quelques règles et quelques entraînements. Tu m'as dit que c'est le sport national à Cuba. Qu'est-ce qui, toi, te plaît dans le baseball? Oh, ça me plaît tout. Me plaît frapper, et courir les bases, et attraper la balle. C'est où tu es le meilleur en fait? Je suis plus fort en frapper la balle. Ok. Et dis-moi encore une dernière question. Est-ce que les Devils, c'est un bon club ou pas? Oui, ça c'est un bon club parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances sur le sport. D'accord. À pesar que c'est un sport n'est pas très connu ici en Europe, et les Devils se débrouillent bien. Ok, bah écoute, c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui. Merci en tout cas, Michel. De rien, merci à vous. Et voilà une magnifique expérience aujourd'hui avec les Devils de Zangtingbert au baseball. Un sport fun et stratégique qui demande de la concentration et de l'intelligence. Si ça vous intéresse, les séances, c'est les mardis et jeudis à Zangtingbert. Merci encore de nous avoir suivis et le mot de la fin est pour les Devils. Oh